Laisse béton! Comment inviter les jeunes et les moins jeunes à considérer le monde rural comme terre d'avenir ? Léopold et Bonnie, qui témoignent dans cet épisode, ont apporté leur réponse à cette vaste question. En 2017, par les hasards de l'une de ces rencontres qui changent la vie, ils décident de s'installer dans une ferme de l'Allier qu'ils restaurent de leurs mains et d'y loger Polymorph Corp, une association qui propose aux urbains et aux locaux diverses activités culturelles et environnementales. Dans cette interview en duo, Léopold et Bonnie parlent avec simplicité de leur fierté d'avoir réussi à construire leur propre avenir à la campagne, de leur transition d'anciens citadins que rien ne prédisposait à devenir ruraux et des réactions que suscite leur démarche. Je suis Amélie Dag, bienvenue dans Laisse béton et bonne écoute. Bonjour Léopold, Bonnie. Bonjour. Merci de me recevoir. Nous sommes à la ferme du Rutin. On est près de Sérilly, dans l'Allier. Alors je situe pour les auditeurs. On est au nord de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans un territoire rural, près d'une magnifique forêt que j'ai traversée en partie en arrivant ici. Et vous avez créé une association qui s'appelle Polymorph Corp. Et j'aimerais savoir ce qu'est Polymorph. Polymorph Corp, c'est un projet associatif né en 2017 dans une ferme de brebis. Du coup, on est dans une ferme en activité où il y a 350 moutons. Mais l'objet de l'association, c'est avant tout la promotion des territoires ruraux à travers nos actions. Notre credo, c'est l'avenir à la campagne. Et nos actions, elles vont du culturel avec des résidences artistiques, des ateliers créatifs, mais aussi de l'environnemental avec des stages permaculture, des chantiers participatifs, et puis des ateliers autour de l'artisanat aussi. Voilà, et le projet associatif, il s'est construit au fur et à mesure. On n'est pas arrivé avec une idée très précise, très construite du projet. On est venu surtout avec nos envies à l'origine, qui étaient plus de se tourner vers la culture, être entouré aussi d'artistes. Et le projet, il s'est construit au contact de la ferme déjà, et au contact de ce territoire, l'Allier, le Bourbonnais, Sérilly, ses alentours. Et donc au-delà de ces activités qu'on a régulièrement, donc les résidences, les ateliers, le programme environnemental, on fait aussi une revue qui s'appelle la revue Polymorph. Et pareil, l'objet de la revue, c'est d'explorer les thématiques qu'on aborde avec le projet associatif, donc tout ce qui touche à la ruralité, à l'avenir à la campagne, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces territoires, quel écho il peut y avoir avec ce qui se passe en ville aussi. Et donc ça, c'est une revue participative qui sort une fois par an. Et on a également un festival qu'on a fait qu'une fois pour le moment, malheureusement, notamment à cause du Covid. Et l'idée du festival, c'est 3 jours où il y a des concerts, il y a des grands repas partagés, il y a un bar. Puis la journée, on fait intervenir les associations du coin avec qui on travaille ou qu'on connaît et qui présentent leurs activités. Alors c'est pas des stands de présentation, c'est plus on fait l'activité proposée. Voilà pour le silure. Mm-hmm. Alors l'avenir à la campagne, c'est fort et engagé, ça. Qu'est-ce que vous cherchez à montrer en fait à tous les gens qui viennent ici ou qui lisent la revue ou qui participent à vos ateliers? Je crois qu'on cherche à montrer que les campagnes qui ont été pour la plupart du temps, pour certaines désertées, comme la nôtre, qu'en fait ce sont des territoires qui regorgent de potentiel, d'opportunités et de réflexion sur nos modes de vie au moment où beaucoup de choses sont chamboulées dans notre monde, et que ça peut être une bonne opportunité de transition, à la fois personnelle mais aussi dans son engagement. Et en fait, je pense que ça part d'un constat, nous, en tant qu'urbains, de voir que on était surconcentrés en ville, tous les jeunes restent en ville, et à la campagne, en fait, il y a un vrai déséquilibre. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a toute cette classe d'âge qui n'est pas là, entre 20 et 35 ans, et que c'est bien dommage qu'en fait, toutes les forces vives du pays vont participer à une vie urbaine,
alors qu'ici en parallèle il y a des maisons magnifiques qui s'effondrent faute d'habitants, des opportunités qui sont pas saisies. Et donc on aimerait inviter d'autres jeunes, mais aussi moins jeunes, à considérer les ruralités comme une terre d'avenir où on peut s'épanouir et participer à la société, aux enjeux sociétaux, de manière peut-être plus concrète. Ouais, et puis je dirais aussi, il y a un côté mettre en valeur la richesse qu'il y a ici. Donc la richesse, c'est à la fois la nature, le paysage, mais c'est aussi les gens. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives, notamment associatives ou plus informelles. Il y a aussi plein de personnes qui ont des compétences auxquelles on n'a pas forcément accès facilement en ville, je dirais. En tout cas, ici, c'est plus évident entre agriculteurs, artisans, en tout genre, quoi. Et avec qui on travaille un petit peu. Et ça, je trouve, c'est une source d'inspiration et d'apprentissage qui est super. Et qui est là, et très accessible. Mais il faut savoir où chercher. Donc moi je trouve que c'est aussi l'intérêt d'un projet comme Polymorph, c'est de mettre en valeur ces richesses-là. C'est pas forcément uniquement apporter autre chose, loin de là. C'est aussi valoriser ce qui se passe déjà. Alors comment deux jeunes urbains, pas du tout du coin, parce que je crois que ni l'un ni l'autre, vous n'êtes originaire d'ici, comment en êtes-vous arrivés à créer ce lieu? Pourquoi cet endroit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit lui qui soit choisi pour abriter Polymorph? Alors du coup, Polymorph, c'est né du hasard et des circonstances. À la base, on n'était ni l'un ni l'autre dans une optique de chercher un endroit dans une campagne, et laquelle, et développer quoi. En fait, c'est plutôt d'abord une rencontre avec Isabelle et Valérie, donc les deux agricultrices présentes sur la ferme, qui ont pas loin de 60 ans maintenant, et qui nous ont proposé en fait de s'installer là pour mettre en place un projet culturel qui était encore très flou à l'époque. Mais cette rencontre, du coup, ni l'un ni l'autre nous savions situer, il me semble, l'allié sur la carte. C'est plus du coup du fait de cette rencontre qui était pas du tout dans le contexte de création de projet à la base, mais plutôt, en fait, moi je suis venue faire des travaux dans une maison qui était celle de la sœur de la propriétaire. Et suite à cette rencontre, elles m'ont invité à venir développer le projet. Et puis après, avec Léo, on s'est dit, allons-y ensemble. On se connaissait de nos études. Et du coup, voilà, les circonstances, puis après, le développement du projet, pareil. Le projet s'est beaucoup enrichi en contact du territoire et des enjeux qu'on a identifiés sur ce territoire-là en particulier. Et voilà, ça fait 5 ans bientôt. Et ça aurait pu être ailleurs, en fait, si on avait rencontré deux agricultrices très ouvertes d'esprit qui avaient envie qu'il y ait des jeunes qui s'installent dans leur hameau. Parce qu'en fait, ici, pour resituer, c'est un ancien hameau. En fait, il y avait 30 habitants il y a une centaine d'années. Donc, il y a 5 maisons, plusieurs granges, beaucoup d'hectares autour. Et du coup, c'était un hameau qui était plus habité que par les deux agricultrices et qui se demandaient, qui se questionnaient, qui se questionnent toujours sur qu'est-ce qui se passerait après, en fait. Qu'est-ce qui se passerait une fois qu'elles seraient à la retraite, à la fois de leur exploitation agricole, mais aussi des bâtiments nombreux qui les entretiendraient, qui les habiteraient. Et c'était un petit peu un coup du destin qui a fait qu'on a croisé leur route. Et que pour elle, c'était aussi une opportunité de faire revivre ce hameau en nous invitant. Et puis en plus, suite à ça, là, ça fait presque 1 an qu'on a des copains qui se sont installés dans une autre maison du hameau. Donc ce qui fait que sur les 4 maisons du hameau, il y en a 3 maintenant qui sont occupées et rénovées. Je crois que ni l'un ni l'autre n'aviez vécu même en milieu rural, non seulement, enfin vous n'étiez pas d'ici, mais de la ville, comme beaucoup de Français aujourd'hui. D'une question très générique et très vague, mais qu'est-ce qui a changé dans vos vies depuis que vous êtes ici, dans votre façon de vivre, on va dire? Alors moi j'aurais du mal à dire si c'est uniquement le fait de vivre à la campagne. Je pense que c'est ça, plus mélangé au contact des deux agricultrices, Isabelle et Valérie. Parce qu'elles ont une réflexion quand même et une action super forte sur la relation à l'environnement, la manière de consommer, etc. Donc ça, elles nous l'ont beaucoup transmis. Donc je pense que ce que ça a beaucoup changé dans mon quotidien, c'est que j'ai plus du tout les mêmes habitudes de consommation, je pense. Déjà, je consomme beaucoup moins en étant là à la ferme parce qu'il y a moins besoin, tout bêtement.
Moi, je compare souvent quand je retourne en ville le nombre de fois que je sors ma carte de crédit par rapport à ici. Ici, c'est quelques fois par semaine. En ville, rien qu'en une matinée, ce sera déjà plusieurs fois. Donc rien que ça, il y a moins d'incitation et on ressent beaucoup moins le besoin, quoi. Parce que tout est quasiment là déjà. À part acheter de la nourriture, enfin. Bien sûr. Voilà. Ou du matériel de construction. Mais il y a beaucoup plus la possibilité de faire par soi-même. Voilà, par exemple, le projet de la cabane, se lancer là-dedans, la construire, y vivre une partie de l'année, c'est pas quelque chose qu'on peut faire dans un environnement urbain aussi facilement en tout cas. Pareil pour tout ce qui est j'ai besoin d'un nouveau meuble, je vais avoir plus le réflexe de me dire je vais le faire moi-même plutôt que l'acheter, ou alors acheter quelque chose d'occasion et puis avoir l'espace pour le rénover tranquillement. Après, ça change aussi, y a donc tout ce côté consommation qui change, le côté vie sociale aussi est très différent, parce qu'on est amené à fréquenter des personnes qu'on n'aurait pas fréquentées si on était resté dans notre milieu urbain d'origine, des âges différents, des profils très différents, et puis il y a pas le côté par contre ce soir j'ai envie de sortir dans un bar spontanément avec une personne que je préviens 10 minutes à l'avance, et puis après finalement on va enchaîner sur autre chose, sur un resto, puis un autre bar, puis peut-être sortir. Ça y a pas, ça c'est clair. Mais du coup il y a une autre sociabilité, quoi. Il y a des repas à la maison, des fêtes dans le jardin, des rencontres, des événements associatifs, c'est différent, quoi. Moi je dois dire que, mais après le contexte de l'association fait ça aussi parce qu'on reçoit beaucoup de gens. Bien sûr. Mais autant, par exemple, quand je vivais à Lyon, il y a plein de fois, ou à Strasbourg, je me suis senti super seul, alors que j'avais des amis et tout, mais quand même, des fois, je me sentais seul dans mon appartement ou dans ma coloc. Alors qu'ici, je me suis jamais senti seul. Jamais eu ce sentiment. Et même si des fois, je peux passer une semaine un peu plus seul, parce qu'il n'y a pas d'activité, que je suis par exemple tout seul dans la maison, je me sens pas seul. Bizarrement, alors que tu es au milieu d'un territoire pas si peuplé. Mais ce que tu disais sur construire, autoconstruire et tout, je trouve que ça, c'est un des trucs, quand je me dis peut-être un jour je reviendrai en ville, c'est un truc que j'ai du mal à apprécier, en me disant si je reviens en ville, en fait, je serais un peu coupée de mes bras ou coupée de capacité de transformer mon environnement proche, que ce soit avoir la possibilité de faire son jardin, par exemple, il y a 2 semaines, on a construit une grande terrasse derrière ma maison et c'est tellement agréable de se dire si j'ai envie de faire une terrasse, une cabane, en fait ou autre, je peux le faire. Ça fait partie du champ des possibles. Alors que si j'habitais dans un appartement, je sais pas en fait comment je pourrais avoir une prise vraiment sur mon environnement proche. Et ça, c'est comme un pouvoir qui nous est donné. Il faut aimer bricoler, il faut aimer transformer son environnement proche, c'est pas obligé, mais si on aime bien faire ça, c'est quand même super exaltant de se dire que nos capacités sont pas seulement réunies dans notre cerveau, c'est pas seulement des capacités intellectuelles, c'est aussi des savoir-faire manuels qu'on apprend petit à petit, qu'on découvre et qu'on met en place pour changer sa vie concrètement au jour le jour. Parce qu'effectivement, il faut dire que on est dans un bâtiment qui était une grange avant. Ici ? Ouais. Non, c'était quand même une maison. C'était une maison, mais qui n'avait pas été habitée depuis 40 ans, tu me disais, et que vous avez refait, en tout cas, le rez-de-chaussée de vos mains, si j'ai bien compris. Ouais. Et c'est un lieu magnifique. Vous avez su préserver de l'ancien. Il y a un vrai confort moderne et on imagine le boulot que ça a été. Donc oui, ça doit être extrêmement satisfaisant de vivre dans cet endroit-là que vous avez refait vous-même. C'était vraiment très exaltant quand on est arrivé ici, qu'on appelait ça d'ailleurs le trou à merde. Et puis c'était un sacré moteur justement pour les travaux qui étaient quand même difficiles. En plus qu'on a fait en grande partie en hiver. Wow. Justement d'avoir le rêve de qu'est-ce que ça va donner, à quoi ça va ressembler à la fin. Oui, et encore une fois d'avoir cette prise sur on refait les murs, ce sera nos murs. Ce sera, il y a plein de choses comme ça, ce sera là où on habitera, ce sera ça, on aura cet usage-là, c'était super jouissif de pouvoir avoir ce contrôle-là, en tout cas en tant qu'anciens urbains qui n'avions pas eu beaucoup de prise à part faire des étagères chez soi, de pouvoir tout de suite transformer et créer l'endroit où on va vivre. Alors vous êtes rencontrés tous les deux à l'IEP de Strasbourg, si j'ai bien compris. Donc des études qui ne vous prédestinaient pas vraiment au mode de vie que vous avez aujourd'hui. Est-ce que alors j'ai vu que vous avez gardé des liens, vous êtes jeune, vous avez gardé des liens avec vos copains d'études. Est-ce que ils vous considèrent comme des ovnis ou pas? Alors plus maintenant, je dirais. Moi maintenant. Le Covid est passé par là aussi, a mis en avant
la vie à la campagne comme peut-être une vie d'émancipation. Mais avant ça, le projet était aussi beaucoup moins avancé. Et du coup, il y avait peut-être un peu plus ce regard de qu'est-ce qu'ils foutent, quoi. Puis aussi de la famille. Ça aussi, nos familles respectives. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? T'aurais d'autres opportunités en ville. Puis tu vas vivre de quoi? Et peu à peu, le projet c'est quand même super consolidé. On a pu être salariés. La maison a commencé à ressembler à quelque chose. Les activités ont pris forme. Et puis là, depuis aussi le Covid, enfin moi, ma grand-mère qui était très sceptique au début, aujourd'hui dit mais vous êtes au bon endroit. Donc ça a complètement changé plutôt de méfiance à ah oui, en fait vous avez raison, c'est là où il faut être maintenant. Ouais, il y a le côté Covid et le fait d'être salarié, quoi. Ça rassure. Ça a crédibilisé. C'est vrai que ça fait des points de repère, enfin en tout cas le salariat, des points de repère pour les gens. Enfin. Et puis après, au-delà de ça, c'est vrai que ça permet de vivre du projet, du coup rester sur place plus de temps, au lieu d'avoir à faire des allers-retours en ville pour travailler, par exemple. Ouais. Et puis ça inscrit le projet sur le long terme. Là, si on veut qu'on maintienne notre travail autour de l'association, il n'y a pas de raison qu'on arrête d'être salarié de l'association. D'accord. Donc, Et comment avez-vous vécu l'accueil ici des personnes de CERI? Alors j'imagine que l'accueil à la ferme a été très chaleureux puisque c'était un projet co-imaginé, mais des habitants du village, etc. Comment ça s'est passé? Ça s'est fait petit à petit, vraiment petit à petit ces dernières années. En fait, la relation au village au début, on l'avait rapidement par les commerces, enfin voilà, quand on allait faire nos courses, des choses comme ça un petit peu. Et après les premiers liens qu'on a eus, ça a été par d'autres associations, surtout culturelles. Il y a un village pas loin d'ici qui s'appelle Hérisson, où il y a pas mal d'associations culturelles, cafés associatifs, espaces de résidence, troupes de théâtre. Et donc on a rencontré pas mal ces gens quand même en premier. Et en fait après ça a fait un peu effet tache d'huile. Ça nous a permis de rencontrer d'autres personnes. Quand on a commencé à faire nos activités, c'est pareil, comme on en fait une partie en itinérance en partenariat avec d'autres structures. Là c'est pareil, on rencontre d'autres personnes, d'autres villages, et donc petit à petit le réseau se fait. D'accord. Et par rapport aux habitants du village, je pense qu'il y en a encore qui nous connaissent pas du tout. Je pense que ça a bien changé, maintenant on est quand même bien identifiés. CERI, c'est quoi, 1000 habitants, vous disiez, c'est ça? 1300 habitants. 1300 habitants, ok. On a eu un changement de municipalité avec un nouveau maire aussi qui a vraiment adhéré au projet et qui a voulu nous encourager, donc il a beaucoup parlé de nous autour de lui, donc ça a facilité notre intégration. Moi, il y a eu un moment où j'ai travaillé avec la communauté de communes aussi, c'est pareil, c'était une autre porte d'entrée pour aussi mieux connaître le territoire, les acteurs locaux, et du coup les rencontrer. Mais après ça se fait vraiment petit à petit et ça demande pas mal d'énergie parce qu'il faut aller à la rencontre des gens, identifier un peu les personnes qui connaissent d'autres personnes tout simplement et qu'on peut rencontrer facilement, et ça prend du temps. Et il faut être curieux et être dans une posture où on a envie de rencontrer les autres, quoi, et de découvrir les autres, sinon ça marche pas. Est-ce que les gens comprenaient ce que vous vouliez faire au début? Est-ce qu'il y avait une forme de méfiance, ou est-ce qu'ils avaient l'habitude de ce genre de projet, peut-être? Il y a eu un peu de tout, hein. Il y a eu des réactions engouement, génial, vous êtes jeune, vous installez ici, vous avez plein d'idées, de l'énergie, c'est super. On a eu des réactions plus neutres, incompréhension. Le projet est trop flou, on comprend pas très bien ce que ça veut dire concrètement derrière. C'est pas un vrai métier, tout ça. Oui, voilà. Et de la méfiance aussi, carrément. Qu'est-ce que vous allez faire? Pourquoi vous venez ici en réalité? Est-ce qu'il n'y a pas un autre but derrière? Ah oui, carrément, d'accord. Vous me disiez tout à l'heure, avant qu'on démarre cette interview, que le fait que vous soyez diplômé, très diplômé et très urbain, n'était pas forcément un avantage. Vous vous souvenez d'une anecdote particulière où ça vous est remonté à la figure ou Oui, du coup cette dame qui est venue nous voir au marché pour nous dire que on n'avait pas fait grand-chose pour le village, et depuis 4 ans qu'on est là, et en gros
qu'est-ce qu'on fait en fait de nos journées, sous-entendu on fait rien et on s'en fiche, et qu'on était de toute façon surdiplômés et qu'on venait d'ailleurs et qu'on vivait beaucoup de subventions publiques, donc en gros sous-entendu vous êtes des assistés et vous détournez des fonds publics. Et cette dame, ça a été difficile de la convaincre. On faisait des portes ouvertes d'un lieu et on lui a demandé de venir voir quand même parce qu'on faisait plein d'ateliers à destination des habitants. Elle disait non mais j'enverrai quelqu'un, il me dira comment c'est. Et donc vous ne savez pas si elle a envoyé quelqu'un du coup. Non, mais on sait que voilà, ça fonctionne beaucoup à ce que les autres ont pu lui dire, mais elle de ses propres yeux était très très peu réceptive. Et puis il y avait aussi cette idée que, étant donné qu'on organise des chantiers replantation de haies, c'est pas nous qui l'avons mis en place, c'est les agricultrices qui ont envie de replanter les haies sur l'exploitation agricole, et nous on cherche les bénévoles en fait pour planter. Donc on a plus un rôle de support, de soutien, mais il n'empêche que comme ça s'est su qu'on organisait ça, il y a eu pas mal d'articles dans la presse locale, beaucoup de gens, notamment proches de cette dame, disent qu'on essaie d'enseigner aux paysans d'ici à planter les haies. Et alors que du coup c'est pas du tout nous qui l'enseignons en fait, c'est des agricultrices de notre Isabelle et Valérie, et qu'on n'a pas du tout cette prétention. Enfin nous en fait la logique dans laquelle on est, notamment au travers des ateliers permaculture, etc. C'est plus tiens on a envie d'apprendre cette technique, par exemple la greffe d'arbres fruitiers. Tiens si au lieu de l'apprendre entre nous, autant en faire bénéficier aussi d'autres gens qui seraient curieux de ça. Et donc on est vraiment dans une perspective où on apprend en même temps que les participants. On n'est pas du tout en train d'expliquer comment faire ci ou ça. Parce qu'en fait, je pense pas qu'on a autant de prétention. On est très conscient qu'on débarque et qu'il y a plein de choses qui nous restent à apprendre. On a été très coupés de ce genre de transmission par nos milieux d'origine, et du coup on est toujours dans cette quête de découvrir, d'apprendre, et d'apprendre avec les autres, d'en faire profiter les autres. Mais voilà, c'est quand même pas très bien compris ça, cette démarche, par certaines personnes, évidemment pas toutes. Mais du coup c'est assez déstabilisant d'entendre ça, parce que tout ce qu'on cherche à faire c'est l'inverse. Et en même temps, il y a des gens que vous ne convaincrez jamais aussi, donc c'est Oui, faut aussi l'accepter. Je comprends aussi qu'il y a des logiques sociologiques, sociétales qui font qu'on peut pas les contrôler, qu'on soit urbain, ayant étudié, ayant fait des hautes études, ayant beaucoup voyagé, on pourra jamais être vraiment du cru, on pourra jamais prétendre à ça, et du coup c'est aussi logique que s'exprime à travers ce genre d'anecdotes d'autres dimensions sociales c'est un paysage politique, sociologique qui se retrouve à plein d'égards dans la société, et qui se traduisent à travers ces commentaires, et je pense qu'on est incapable de lutter contre, à part d'ouvrir les portes en disant mais venez voir, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et c'est vrai que là, on a un nouveau projet de tiers-lieu en centre du village, et ça nous implante vraiment au centre du village, et du coup, ça va nous permettre de faire plein d'activités diverses et variées qui pourront toucher différents publics, et qui peut-être apaiseront un peu les craintes à notre égard. Et qui sera un vrai lieu de sociabilité, si j'ai compris, donc un vrai lieu d'accueil ouvert. Oui, c'est ça. On a fait circuler un questionnaire aux habitants, et dans lequel ils ont répondu ce qu'ils aimeraient faire dans ce lieu, dans quelles activités ils aimeraient voir, à quoi ils aimeraient participer, et de sorte qu'on fasse un lieu qui réponde vraiment aux envies et besoins des habitants, plutôt que ce soit notre projection de ce qu'ils ont envie, de ce qu'ils ont besoin, ou de ce que nous on aime. Donc ce sera un peu un mélange de tout ça. D'accord. Et dans leurs réponses, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Moi je dirais que ce qui est agréable, c'est qu'il y a un retour globalement très positif. Déjà il y a un retour. Oui, déjà il y a un retour. C'est vrai. Et les gens, on voit qu'ils sont en demande de ce type de lieu. Moi, ce qui m'a étonné, c'est le nombre de personnes qui se déclarent vouloir être bénévoles. C'était plus de la moitié des gens qui ont répondu. Donc ça, je trouvais ça très positif et encourageant. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin un peu d'engagement local. Je pense qu'il y a un attachement ici, mais comme partout quoi, à son village ou à sa ville, et la volonté que ce soit un endroit qui soit valorisé quoi, où il se passe des choses et où ça se sait. Donc ça, c'était un retour très fort. Et par rapport à toute cette histoire de méfiance, de vision aussi, je pense que le problème aussi, c'est
le fait que nous on n'a pas caché qu'on a fait des études de sciences politiques, on peut le lire sur notre site internet par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés autour de ces études, puisque c'est encore la vision que l'IEP c'est un peu comme l'ENA, donc c'est pour devenir Premier ministre en gros. Mais je pense que cette méfiance-là par rapport à ces études spécifiques de sciences politiques, c'est aussi, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi le reflet de ce qui se passe dans la société en ce moment. Il y a une méfiance immense par rapport au système, enfin une défiance, c'est même plus une méfiance, au système politique. Et forcément, quand on voit que c'est des études de sciences politiques, on peut nous associer à ça. Alors que dans les faits, c'est vraiment pas le cas, mais voilà, du coup ça rejaillit aussi, et je trouve ça aussi intéressant. Et à l'inverse, est-ce que l'un et l'autre, et peut-être que vous allez raconter le même souvenir, vous vous souvenez d'un moment particulier ou d'une période particulière depuis 5 ans, donc depuis que vous êtes installés, où vous vous êtes dit, où vous êtes senti vraiment à votre place, quoi, vraiment vivant, où vous vous êtes dit, ah non mais c'était vraiment ça que je devais faire en fait. Oui, il y a plein d'exemples. Moi j'ai le Silure qui me revient. Donc le festival qu'on a organisé, parce que c'était très 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 dur de l'organiser et fatigant, mais une fois que c'était le moment des 3 jours, il s'est passé un truc trop chouette où on avait autant des gens qui étaient venus, qui s'étaient déplacés d'assez loin, d'autres régions et de villes, plutôt des jeunes, mais il y avait aussi beaucoup de gens du coin. Et ils se sont tous rencontrés, mélangés. Enfin, c'était pas du tout les gens de la ville, les gens de la campagne. Ça a vraiment créé une énergie, une atmosphère entre eux. Et puis les activités étaient vachement chouettes. Enfin, moi, si j'avais été de l'extérieur et que j'étais arrivée à ce festival, j'aurais été enchantée. Et du coup, de voir ça, la manifestation de ça, je me suis dit waouh, enfin ce qu'on est capable de faire, ça marche bien, et les gens ont besoin de se rencontrer, de se réconcilier, de se mélanger entre générations, et de se retrouver autour d'un événement de partage comme ça, et de fêtes et de dégustation de délicieux plats, et de se retrouver autour de grandes tablées. Et voilà, dans ces moments, on en a eu plein, mais il y a eu le Silure, c'était le plus gros. Je me dis chouette, enfin si on n'avait pas été là, on n'aurait pas pu voir que c'était possible, ou voir que on était capable d'organiser ou de rendre ça possible. Et c'est pareil en fait dans les stages permaculture qu'on organise. En fait, on a l'impression que les personnes qui viennent n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver dans un contexte où ils peuvent se rencontrer autour d'un objectif commun qui va être de faire un potager, de mettre les mains dans la terre, mais d'utiliser ça comme prétexte en fait pour parler, discuter, échanger. Et ça, ouais, je trouve que c'est un truc qui me manque vachement, cette possibilité d'être dans la découverte de personnes qui sortent un peu de notre cercle. Et ça, je pense que c'est un peu le truc dont je suis le plus fière à Polymorphe. Ouais, pour moi, c'est difficile de choisir une anecdote. Mais ouais, c'est dur. Mais je dirais une première, en tout cas, c'est l'année dernière, parce que l'année dernière, on a eu aussi des services civiques qui étaient là, et un stagiaire, et puis du coup qui a ramené leurs amis qui venaient de loin, qui ont aussi rencontré beaucoup de gens dans le coin, et du coup ça faisait vraiment un plus grand groupe. Et je me souviens simplement, c'est tout con, une fois où on se déplaçait un peu ensemble, et en fait on était un convoi de 3-4 voitures, alors qu'à la base en fait on était que 2. Et de voir ça, quand seulement quelques années, finalement on passe d'un truc qui était que 2, un peu flou, un peu fou et paraissant un peu irréaliste, à quelque chose où en fait on a réussi à vraiment attirer des gens, et pas seulement pour une semaine. Là c'était des gens qui restaient pour 6 mois quoi, et du coup qui apportaient vraiment quelque chose aussi au territoire. Ouais, je comprends. Donc ça, je trouvais ça chouette. Et plus généralement, c'est à chaque fois qu'il y a des moments où on arrive à attirer plein de monde d'un coup pour différents projets. Je pense aussi par rapport au projet de cabane, il y a eu beaucoup de chantiers participatifs aussi un peu plus informels, beaucoup de circuits entre les gens. J'ai besoin de ça, j'ai besoin d'une tôle, j'ai besoin de pierre, j'ai besoin d'argile, et en fait tout ça s'organise. Et ça, je trouve ça aussi très satisfaisant. Est-ce que Polymorphe aurait pu naître en ville? Ou, allez, je refais ma question. À quoi aurait ressemblé Polymorphe dans une ville, que ce soit Strasbourg, Lyon ou même Cape Town, si ça avait été le cas? Ouais, ça aurait été vraiment très 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 différent. En fait, moi j'imagine
que ça aurait pas été un projet professionnel comme maintenant, parce qu'il y aurait pas eu en tout cas pour moi le questionnement, c'est de dire ok, si je me lance dans ce projet, il faut que j'en vive parce que je vais pas trouver un travail à côté. Ouais, je comprends. Alors qu'en ville, j'aurais pu faire un boulot à côté, et ça c'est un engagement associatif en plus, où on fait des soirées marrantes de temps en temps, des expos, peut-être des résidences, et voilà, ça aurait été un projet chouette aussi, je pense, mais rien à voir. Pas aussi engageant peut-être, tu veux dire, c'est ça ou... Ouais, moins engageant, et je pense aussi probablement moins profond. Moi j'ai la sensation que s'il avait fallu créer un polymorphe en ville, en fait ici il y a ce côté, il y a tout à inventer de ce modèle associatif. Autant les objets de ce qu'on fait, de nos activités, que le message qu'on porte, que j'ai un peu la sensation qu'on a un rôle à jouer dans cette nouvelle génération qui s'intéresse à la campagne et à le promouvoir d'une façon un peu inédite, dans le sens où c'est pas les mouvements des années 70 de retour à la terre, c'est pas non plus un modèle de néo-ruralité entre guillemets où on s'installe dans une zone de confort à la campagne, c'est plus un engagement presque entre guillemets militant de se dire on va mettre toute notre énergie à redonner ou à donner envie, à valoriser et à rendre fiers en fait de ces territoires qui ont si longtemps été mis à la marge, quoi. C'est mis à la marge, c'est pas vu, c'est les cutéreux, c'est il se passe rien, donc retourner cette image, c'est le combat de toute l'association, et il y aurait pas assez d'une vie pour le faire, je pense. Évidemment, on est sur un mouvement pas forcément de mode, mais les transitions qui s'annoncent sont comme du vent dans notre voile, donc ça nous pousse clairement là, surtout depuis le Covid. Mais en ville, il y aurait moins eu ce côté défendre un projet tout nouveau. Alors ça aurait été soit on fait quelque chose qui est de l'ordre du culturel mais qui existe par ailleurs sous d'autres formes mais qui n'aurait pas inventé quelque chose de particulier, soit moi je me dis j'aurais préféré presque documenter l'existant à travers photos, vidéos ou podcasts, parce qu'il y a tellement de choses, plutôt que de rajouter quelque chose qui en plus. Alors qu'ici j'ai l'impression que si tu arrives avec une idée, tu peux tout à fait la développer et l'inventer de A à Z. En fait, c'est comme s'il y avait un champ des possibles beaucoup plus élargi. Donc polymorphe dans ce contexte-là, c'est vrai que c'est super difficile de l'imaginer en ville parce qu'il y a vraiment tout ce côté d'invention, j'ai l'impression. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même avec ce projet, ou depuis que vous êtes ici? Allez. Moi, j'ai appris que j'ai la persévérance, parce que avant j'étais plutôt du type j'ai plein d'idées, tiens je vais la réaliser pendant un temps, ou même pas du tout, je vais juste la voir, ou alors je vais la faire quelques mois puis je vais me lasser, en avoir marre, vouloir changer. Et là c'était vraiment une fois qu'on a fait cette maison pendant 4 mois en hiver, il était grand, enfin on pouvait pas partir, donc il y avait ce côté il faut rester, maintenant il faut rentabiliser tous les efforts qu'on a donnés, et peu à peu ça s'est ancré, maintenant il faut se salarier, du coup en fait il faut mettre tous les efforts pour polymorphe, et du coup tout ça, les circonstances ont fait que finalement ça fait 5 ans et le projet je m'attendais pas à autant de persévérance. Moi j'avais beaucoup de doutes sur le fait que on puisse un jour en vivre, enfin pour moi ça serait toujours un truc à côté, on irait toujours en ville faire des missions et on reviendrait enrichir ce projet qui allait rester assez modeste, et en fait progressivement c'est devenu ce que c'est, et c'est une source de fierté pour moi. Moi je pense que ça m'a appris sur moi, ou ce que ça m'a fait plutôt vivre, c'est que avant de venir ici j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie d'agir, de vivre autrement, mais je savais pas bien comment. Je savais pas très bien si j'en étais capable. J'avais besoin aussi de gagner en confiance en moi sur ce que je savais faire ou pas faire, parce que j'étais quand même un peu perdu à ce niveau-là aussi. Et je pense que ce que ça m'a appris sur moi, c'est que finalement tout ça était possible, que j'en étais capable, et en fait ça fait du bien. Bien sûr. Et je pense que tout ce qu'on a fait, ça a vachement fait évoluer mon rapport à moi-même par rapport à avant.
J'ai plus confiance en moi, mais en même temps pas le sentiment d'avoir une confiance qui fait que tu es ultra sûr de toi et que du coup tu penses détenir la vérité, mais plus la sensation d'avoir assis des compétences, où là je peux me dire ça, je sais faire, ça je sais moins bien faire, mais je peux un peu l'explorer, ou ça il faut complètement l'explorer. Et en fait c'est super agréable parce que ça rassure, en même temps ça montre qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Et je pense que le dernier truc que ça m'a appris sur moi, mais qui est en rapport à ça, c'est que je me suis toujours considéré comme non sportif et non physique, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais développé. Et en fait, par les travaux, par le travail manuel, je suis revenu vers ça. Ouais. Et ça aussi, c'est super agréable. Ce podcast s'adresse aux citadins qui ont le projet d'aller vivre au vert un jour ou l'autre. Là aussi, question vaste, et je sais que vous en recevez plein ici, mais qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là, ou qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire avec tout ce que vous avez fait, vous, vécu, réalisé concrètement, quoi? Moi, je dirais tout simplement qu'il faut y aller, déjà, ça c'est clair, qu'il faut le tenter, qu'il faut, c'est facile à dire, mais pas avoir peur de rater. Alors il y a des petites parades, par exemple se dire je fais une période test, comme ça au moins à la fin de la période test on peut se dire tranquillement je continue pas, et du coup c'est un peu plus rassurant que si on part en annonçant à tout le monde que on part pour toujours et puis finalement on revient la queue entre les jambes 3 mois plus tard. Après dire aussi que faut pas hésiter à nous contacter pour en parler aussi, parce que nous c'est quelque chose qu'on fait, on a commencé ça pendant le confinement, si je me trompe pas, parce qu'on avait de plus en plus de sollicitations de personnes qui avaient ce genre de projet. D'accord. Donc on a mis en place des visios régulières pour parler de tout ça. Okay. Donc c'est possible d'en parler avec nous. Et quelles sont leurs questions ou leurs freins? Souvent le financement. Hein. Ouais. Comment vivre de ça? On a plein de conseils là-dessus. Ouais, comment financer le projet c'est beaucoup cette question qui revient. Et puis après, comment s'organiser, comment s'intégrer, qui contacter, des choses comme ça. Ok. Ce qui est peut-être difficile aussi, c'est de partir d'un idéal très 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 fixe en se disant voilà, en fait ce qui est le plus dur je pense c'est aussi la confrontation de comment ça se passe et comment on avait imaginé que ça se passe. Et peut-être que, notamment quand on veut faire un truc en collectif, et l'idéal qu'on peut avoir du collectif, pas avoir peur aussi de se dire que la réalité est peut-être différente et que c'est pas grave. C'est pas parce qu'on imagine le monde meilleur tel que fonctionnant comme ça qu'on peut aussi le mettre en place super facilement. Il y a plein de compromis aussi à trouver et aussi d'accepter la réalité telle qu'elle est et telle qu'elle le devient. Ce qui fait que peut-être des projets collectifs fonctionnent pas, c'est que on part d'idées très 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 nobles et puis en fait la réalité elle est souvent différente et parfois décevante. Mais nous on était plus en comme dit Léo, période test, c'était toujours des tests en fait. Et on s'est jamais dit si ça fonctionne pas, on abandonne. Enfin c'est plus comment on fait pour négocier avec la réalité en permanence. Est-ce que Polymorphe ressemble à ce que vous imaginiez il y a 5 ans? Peut-être que le nom Polymorphe était même pas imaginable il y a 5 ans, mais est-ce qu'en gros... le nom était tout trouvé, c'était même peut-être la première chose qu'on a trouvée. C'est la première chose qu'on a trouvé, le nom. Polymorphe Corp. Mais justement parce qu'on avait envie de mixer les activités, on avait très peur ou pas du tout envie de se spécialiser dans un truc. Et je pense que ça, on a bien réussi. Parce que nos journées ressemblent à la fois à des journées parfois de bureau, à des journées de bricolage, à des journées d'entretien du lieu, à des journées d'action culturelle, à des journées d'écriture ou de coordination d'une revue. Donc ça touche quand même plein de domaines et du coup, on est assez épanouis dans les activités qu'on fait. Et ça, je pense que c'est ce qu'on voulait, d'où le nom. Et aussi prendre plusieurs formes pour différents publics, c'est-à-dire qu'une personne qui va s'intéresser à la permaculture sera pas forcément la même qui viendra en résidence d'artiste, qui sera pas forcément la même que quelqu'un qui écrira pour la revue bénévolement ou qui s'investira dans le projet de tiers-lieu et du lieu en soi. Donc ça c'est assez satisfaisant aussi de pouvoir avoir plusieurs portes d'entrée vers notre projet et du coup de nous pouvoir être au contact de gens très différents. Et ça aussi c'est ce qu'on voulait aussi déjà.
Et oui, le fait d'avoir des nouveaux arrivants à la ferme, c'était un peu l'idéal de se dire on va repeupler ce hameau. Et ça a marché. En 5 ans, il y a 3 arrivants en plus. Autour du projet, il y a beaucoup plus de monde qu'au début. Donc oui, je pense que ça prend vraiment la forme de ce qu'on voulait. Ce qu'on n'avait pas anticipé, peut-être, c'est tout le travail administratif que ça demande derrière, qui est quand même moins exaltant. Parce que c'est une asso, tu veux dire Oui, c'est une asso qui dépend beaucoup de financement, de différents financements. Donc il y a des demandes de financement, puis il y a aussi toute la coordination du projet, puisqu'il y a tellement d'activités différentes. Et puis en plus maintenant il y a tout un projet de rénovation à la ferme plus un nouveau lieu dans le village. Donc là aussi il y a beaucoup de coordination, d'administratif, de tout ce qui est géré, la maîtrise d'œuvre, la relation avec les architectes, les autorisations d'urbanisme, tout ça. Donc on a beaucoup parlé aussi quand on est arrivé ici, un peu on a commencé à réfléchir à ce que ça pourrait être. Et tu te souviens, on avait commencé à noter sur un carnet, on avait regardé il y a pas trop longtemps, et on voyait quand même, il y avait encore plein de choses qui étaient là, comme par exemple le premier objectif, avoir un nid. Un nid douillet. Donc avoir la maison, quoi, qui soit le cœur pour se retrouver, pour se sentir bien, pour accueillir des activités. Et puis après, regrouper des projets créatifs qu'on peut avoir, en accueillir d'autres. Enfin, il y avait un peu cette idée que ça rayonne à partir aussi d'un centre où on se sent bien et qui nous ressemble et qu'on peut partager du coup. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Polymorphe pour les 5 ans qui viennent ? Moi je dirais ce qu'on peut souhaiter, c'est que on réussisse à garder notre fraîcheur. Je pense qu'on a réussi plutôt à la garder, même si parfois elle était mise en danger par trop de travail. Et donc du coup dans les 5 ans qu'on aboutisse là nos projets de lieu, finir les rénovations à la ferme, finir le tiers-lieu en centre de village, et qu'en fait on arrive à quelque chose d'un peu plus stabilisé et du coup qui puisse durer longtemps. La différence entre la ville et la campagne, c'est que ce qu'on peut construire à la campagne, on peut pas le construire en un week-end. Il faut beaucoup de temps, mais par contre c'est super satisfaisant. Et en ville, pour moi, tous les bienfaits de la ville, en tout cas moi ce que je recherche. Donc, je sais pas, de la culture, des sorties, plein de choses, des magasins parfois, enfin tout ça. Il suffit d'y aller un week-end ou une semaine ou 2 semaines et puis c'est fait. Et on retrouve tout ça très rapidement. Par contre, venir une semaine à la campagne, ce sera des vacances sympas, mais on n'aura pas profité en profondeur de ce que ça propose, c'est-à-dire tout ce dont on a parlé avant. Tout ça, ça prend du temps. Donc du coup, je dirais qu'il y a tout intérêt à vivre à la campagne. Et après, je comprends qu'il y a le problème du déracinement, le problème financier, quel type de boulot on va faire à la campagne. Mais je pense qu'à la campagne, il y a possibilité aussi de créer sa propre vie professionnelle, et de plein de manières différentes. Nous, c'est seulement un exemple parmi plein d'autres. Et donc voilà, faut explorer, c'est pas facile, mais ça vaut le coup. C'était Laisse Béton, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Laisse Béton ou me suggérez des invités. Écrivez-moi à amélie@laisse-béton.fr. Laisse Béton est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer. Décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préféré et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. À très bientôt.